Donc 6 idées avec ça. L'une c'est de recenser, puis là c'est un appel puisqu'on a une introduction avec des gens, on voit bien qu'on est là avec les pouvoirs publics à un niveau élevé de l'agglo et de Genève, donc enfin, du canton et de la ville, donc on peut imaginer être soutenu pour recenser les jardins urbains existants à venir de manière transfrontalière, de communiquer alors trouver à communiquer quels sont les sites qui en parlent, mais aussi les liens, les contacts, les personnes de référence, les localisations si on veut aller voir. Mais aller voir, c'est compliqué, ça demande de l'énergie, donc organiser des safaris verts, puisqu'on a fait un tour en bus de tout le canton dans le fameux casque dont on parlait, et donc organiser vraiment des journées de transmission de savoir avec des gens identifiés qui peuvent vraiment arriver dans un lieu et dire plantez plutôt ceci là, ceci ici, etc. 4, des portes ouvertes, ça peut être voilà, une activité, ça existe déjà. 5, des ateliers mutualisants, parce qu'une fois qu'on a fait ces grandes journées qui sont quand même onéreuses sans doute en énergie, mais néanmoins rassemblantes, rassembleuses plutôt, on peut prolonger ça avec des gens qui ont vécu ces journées, qui transmettent à d'autres de manière plus localisée. Et puis en 6, des gratiférias de graines et de semis. Gratiférias, ça veut dire qu'on vient et simplement on ne vend rien, on n'achète rien, on donne, on apporte, on reprend. Et donc, à partir de ces gratiférias de graines, on se disait, parmi ce qui nous met en travail ensemble, de lancer de larges appels aux semis, genre chacun avec des graines à des dates, chacun plante la serre de chez soi, au fond, nos logis sont des serres, et donc plante ou met en pot de manière à pouvoir favoriser la pousse jusqu'à ensuite le mettre en terre. Et ça a l'avantage de mobiliser un large nombre de gens et d'habitants autour du projet de jardin. Alors on s'est dit, mais qui travaille dans le jardin? Et puis on avait aussi une question autour de l'insertion sociale et professionnelle. Enfin, dès lors qu'on amène des gens au jardin, comment aussi favoriser la rencontre avec des temps de convivialité, de fête? Et on se disait, si c'est fourni, si des tables et des grilles et du matériel qui permet la rencontre sont fournis, on s'occupera bien de la fête et de la convivialité, des fêtes on sait faire, des sandwichs aussi. Et puis en 2 idées encore, l'une c'est parce qu'on est bien lucide sur le fait que c'est pas juste avec la bonne volonté ambiante que 7000 m² vont arriver à être cultivés, et encore d'autres parcelles. Donc on pensait à une association intermédiaire, ça veut dire, l'association intermédiaire en France, ça veut dire, selon le glossaire, ça veut dire qui embauche, qui peut embaucher. Donc chômeurs en fin de droit ou jeunes en rupture. On se disait, mais où sont les jeunes? Ils dérangent quelque part, mais pas de problème, ça va se soulager, ils vont être déplacés. C'est pas forcément une solution, donc comment trouver à embaucher autour de jardiniers coordinateurs, mais également bricoleurs de mobilier, il y a des cabanes de jardin à construire, tout ça. Comme on avait la joie d'avoir quelques habitantes avec nous dans le groupe Jaune 2, et bien ça a été aussi l'occasion qu'elle nous raconte comment déjà ça se déroule en bas des immeubles. Et il y avait une zone, il y a une chose très importante, on a le picorage, les zones de picorage, je veux prendre et je mange tout de suite. Et bien penser qu'à un moment donné, on ne peut plus manger plus tard. Donc il faut répondre à ces enjeux-là et ces besoins. Et c'est pas seulement des fruits et des légumes, ça peut être aussi des fleurs, parce que c'est ça qui fait que c'est joli, c'est ça qui fait que ça existe partout. Et du coup, on a dit, pour nous, pour déjà que les habitants puissent se saisir de cette histoire, il faut des bacs partout, on a des immeubles où ils puissent, ce qu'on appelle les zones de picorage et de liberté à gratter la terre et à planter ce qu'on veut. Voilà. Sur les parties qui seront plus donc investies au niveau agricole, on voulait favoriser la permaculture et l'attraction animale, parce que nous avons donc fait élire à domicile Jolly Jumpeuse, notre jument qui va s'occuper de tracter la labour, mais peut-être éventuellement la charrette, peut-être le coup de bosse, peut-être tout ça. Et à Noël, je disais, les animations avec la calèche de Noël, tous ces trucs-là. Donc la permaculture, parce que ce qui est important, c'est aussi la traversabilité des parcelles avec le délimitage, avec des limitages verts, c'est-à-dire maïs, épeautre ou céréales. Et l'idée, c'était d'utiliser aussi un tiers-lieu pour des recettes cuisinées, et entre autres, on avait pensé à la ferme de la Mappe. Et donc après, à terme, pouvoir faire ce cheminement entre les différentes parcelles pour que justement, en fait, tout le monde puisse participer et
et bénéficier un peu de cet espace au niveau de ce projet. Merci beaucoup. Et en même temps, les valoriser en utilisant la gare pour générer certains profits économiques. Donc, installer un laboratoire de production alimentaire pour pouvoir utiliser des food trucks et alimenter donc tout le personnel qui travaille dans les industries. Et en même temps, rajouter 2 ou 3 autres activités économiques au sein de la gare qui s'articulent autour de 2 associations qui existent déjà et où on pourrait imaginer la production de... C'est bon ? La production de ces denrées alimentaires, de certains, la revalorisation de certains produits électroniques qui seraient collés et puis revendus d'occasion. C'était pour dynamiser un peu la gare, faire en sorte que tout le monde se retrouve, pour faire un lieu de vie. On est parti sur un point central qui serait donc un café, tout simplement. Un café, on peut boire l'apéro, se rencontrer, où on peut vivre la convivialité avec tout le monde main dans la main, pour faire venir donc du monde, et pour cela créer donc des ateliers, un atelier de bricolage, pourquoi pas, pour faire venir du monde, pour réparer quelques outils ou des choses qui ne fonctionnent pas chez eux. Au niveau de la gare, on s'imagine donc au niveau du premier niveau un bar où on peut donc alors un bar à café. Je suis un peu perdu. Et on va faire venir donc pas mal d'associations. Au second niveau, donc, on parlait d'une vie un peu plus dans la journée, d'un atelier ou d'un magasin de seconde main, où on pourra donc faire intervenir pas mal de personnes au niveau d'une association. Et la gare sera aussi donc, le centre névralgique qui ferait donc le lien avec plusieurs associations. Donc, par exemple, l'association des commerçants qui serait donc très proche du centre-ville. Et pour la partie du soir, donc partir sur un lieu convivial avec des after-work pour les entreprises, ou même des concerts pour des associations genre le conservatoire de musique par exemple de Saint-Fond, faire jouer les enfants, pour faire rencontrer des gens. Et par la suite, les faire venir donc, au niveau de la gare avec une sorte de signalétique pour tous les habitants de Saint-Fond. Voilà, en gros, ce qu'on a imaginé au niveau de ce lieu. Voilà. Tout d'abord, le premier point, c'est faire le mapping des leaders pour identifier qui sont les acteurs sur le quartier, les acteurs économiques et associatifs, mais aussi les leaders, parce qu'on sait que dans certains quartiers, il y a des personnes influentes, sans qu'elles soient référencées sous un nom de structure. Ensuite, identifier c'est quoi leur capacité d'expression, tout le monde ne vient pas dans les réunions publiques. Ensuite, en étape, donc c'est le point 0, point de départ. En étape 1, on a le aller vers ces différents acteurs. Faire de la concertation pour voir c'est quoi leurs besoins et leurs aspirations. Essayer un peu de faire rêver, voilà, prendre un peu de hauteur. Ensuite, en point 2, on a l'organisation d'un forum qui serait participatif et festif. Le point 3, on serait plus sur des phases de conceptualisation. Donc, l'organisation, la création d'une maquette où on pourra avoir éventuellement 3 scénarios. Et les gens pourraient éventuellement voter pour le scénario 1, 2, 3 en mentionnant ce qui leur plaît ou ce qui ne leur plaît pas dans les scénarios pour voir ensuite celui qui va être retenu. En point 4, présentation du projet final, parce que trop souvent dans les processus de concertation, on vous demande votre avis et au final on ne sait pas du tout ce qui a été retenu, ce qui a été pris en compte ou pas. Donc avant qu'il y ait une inauguration avec monsieur le maire, faire en sorte que les habitants qui ont été associés aux concertations soient informés en amont. Et puis ensuite, essayer de voir si on pourrait imaginer un 5e processus qui serait de la co-construction, voir si dans ces personnes qui ont été associées, s'il y aurait des habitants volontaires qui voudraient éventuellement participer à créer des outils de communication, travailler sur l'animation ou autre. Voilà, donc capitaliser sur ces bonnes synergies. Et puis, évidemment, le 6e point, c'est le suivi et l'évaluation avec les habitants. Alors non, c'est moins appelé à la programmation de ce tiers-lieu, plutôt d'abord les usagers et les usages. Qui
sont les usagers d'aujourd'hui, qui sont les usagers de demain, sachant qu'il y aura des nouveaux habitants, il y a des rénovations, transformations en cours. Il y a ces clivages, en tout cas différences entre les habitants du quartier et puis les travailleurs et employés. Il y a des enjeux aussi d'espace. Est-ce que ce serait plutôt des espaces prédéfinis, modulables, ou bien des espaces à construire, que ce soit intérieur ou extérieur, des problématiques d'accessibilité, de mobilité. Il y a difficile passage depuis la vallée de la chimie à cette gare aujourd'hui. Et puis, j'en arrive au deuxième point, deuxième moitié de groupe, qui a travaillé sur comment arriver à ce lieu-là, comment rendre attractif ce chemin. C'est les différents chemins que vous voyez sur cette table. Tout est parti d'un carrefour des 4 chemins qui existe aujourd'hui. 4 chemins qui seraient co-construits, modulables, de sorte à stimuler la création, voire même à laisser libre et puis à utiliser du mobilier peut-être industriel des usines ou de la végétalisation, différents matériaux, voilà, diversifier, rendre ludiques ces chemins. Et puis toujours avec une symbolique et une signalétique de repère global, autant pour les habitants, voilà, pour les divers usagers, habitants, travailleurs, lyonnais, et peut-être ce qu'on a oublié de mentionner. Merci. On a attaqué la question du pouvoir d'agir des habitants dans un quartier en relation avec un macro-projet d'agglomération. Les trois axes étaient les outils, l'habitabilité des espaces communs et la transition de l'ensemble de quartier, qui en fait a fini par être un axe de outils 2. Je commence par l'habitabilité des espaces publics. Alors, ce qui en sortait des souhaits, c'était que des espaces, déjà des espaces publics qui fonctionnent, qui soient réellement utilisés par les citoyens, par les habitants, qui ne soient pas prédéfinis, qui offrent une forte opportunité d'appropriation, d'évolution, et aussi que les infrastructures de passage, vous avez vu par exemple tout à l'heure la voie verte, soit pensée à la fois pour sa fonction de passage, mais aussi dans sa fonction de permanence, quand on y est et qu'on n'est pas là en train de juste aller d'un point A à un point B. Et si j'oublie rien, il y a l'idée d'une maison du projet, dont le projet serait l'habitant de la maison, et où c'est une maison qui serait un peu un espace d'expression, de demande pour les habitants de la zone, et qui soit aussi appropriable, qui soit aussi un endroit de redécouverte d'un commun, et qui soit dans la durée, qui soit vraiment un endroit qui dure au travers des différentes mutations que va subir et subit déjà la zone. Ce groupe, on est aussi venu à une maison du projet qui soit dans un endroit neutre. Une des problématiques est que cette zone contient plusieurs quartiers à l'identité très forte, et il faut qu'aucun quartier reconnaisse cette maison comme qui identifie cette maison à un autre quartier, sinon ils n'y vont pas, c'est pas chez eux. Donc comment faire pour que chaque quartier sente cette maison comme leur maison du projet. Qu'on renforce le pouvoir de communication, de négociation et de contrôle dans le triangle entre les habitants, l'État et les privés. C'est-à-dire que les habitants puissent être représentés auprès de l'État, mais aussi auprès du secteur privé qui sont un acteur important dans la fabrique de la ville. Que ce soit au niveau du PLQ, au niveau de la dépose et de l'autorisation, le délivrement des permis de construire, et qu'il y ait une vraie information là autour pour que les habitants qui n'ont pas des intérêts strictement privés à défendre aient le maximum l'opportunité de défendre ce qui avait été précédemment décidé ensemble de manière citoyenne. D'aller chercher des futurs usagers, peut-être dans le même type, pas forcément dans des gens qui vont forcément habiter dans ce quartier-là, mais qui habitent aujourd'hui dans les mêmes configurations, dans les mêmes typologies d'habitation, et aussi auprès de la jeunesse.
Encore une fois, ce groupe-là, on est aussi arrivé à une maison qu'ils n'ont pas appelée la maison du projet, mais la maison du regard citoyen. Donc, l'accent de ce groupe est vraiment sur le contrôle. C'est super de donner des idées, c'est super d'être consulté, mais en fait, ce qu'on veut, c'est du contrôle. C'est ce qu'on a décidé, ce qu'on a validé, que le jour où ça soit en dur, ça soit cette idée-là et pas une autre. Et il y a un certain nombre d'obstacles à ça. En général, c'est absolument l'inverse qu'on a observé jusqu'ici. Et du coup, cette idée du regard citoyen, c'est une maison au même titre que... Donc en fait, l'idée de la maison est vraiment la même. Hein. À chaque fois, la question du placement est aussi une question stratégique. Mais où le projet soit visible à tout temps, sous différentes formes, et que donc les gens qui ne peuvent pas participer peuvent voir ça à d'autres moments, qu'elles soient appropriables. Donc pour eux aussi, cette importance de cet endroit symbolique qui traverse temporellement tout le phasage du quartier. Voilà. On était parti sur la question du mélange effectivement des usagers et des problèmes que ça peut poser sur la voie verte, problème qui se pose déjà sur la partie qui existe entre Annemasse et puis les eaux vives, entre les vélos et les piétons. Donc, partant de cette problématique, on s'est posé la question de la définition de ce qu'est une voie verte, et peut-être que c'est peut-être pas une voie, c'est peut-être pas une piste cyclable, c'est peut-être pas pour les vélos, on n'en sait rien, mais en tout cas la question reste posée, on ne sait pas ce que c'est. Et donc on peut changer de nom, on peut changer de couleur, mais voilà, il faut en tout cas à un moment donné qu'on se penche sur la question de ce qu'est réellement cette voie verte. Il y avait donc par rapport aux difficultés d'usage, c'est vrai que les questions qui s'étaient posées par rapport au vélo électrique aussi, donc on avait eu des pistes, faire quelque chose de très vaste, de très grand pour les vélos électriques, pour les vélos normaux, pour les piétons, pour les poussettes, enfin bref, on s'est dit mais on est en train de créer une autoroute. Une autoroute pour vélo, c'est peut-être pas ça, donc c'est ça qui nous a aussi amené à nous poser la question sur la définition de la voie verte. On s'était posé aussi la question des problèmes qui pouvaient se passer avec les riverains, parce que soudain, voilà, sous leur fenêtre, ils ont une autoroute à vélo. Donc comment faire aussi, comment aménager des lieux qui puissent être des moments de repos, des moments où justement les usagers de la voie verte croisent des habitants des immeubles avec, je sais pas, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique, enfin des lieux où les gens s'arrêtent et peuvent se rencontrer. Du coup, oui, on a proposé différents usages à cette voie verte pour qu'elle soit un peu une alternative à une piste cyclable classique et qu'elle devienne un vrai endroit animé, un vrai espace public du quartier. Du coup, on proposait plusieurs choses déjà pour un peu ralentir les vélos et faire qu'il y ait aussi les piétons, qu'il y ait d'autres usagers, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, etc. Avec, on se demandait s'il fallait pas faire quelque chose d'un peu plus sinueux, un peu plus paysager, avec des aménagements qui définissent bien plus clairement le lieu de chaque usager, que chacun ait sa place dans cet espace. Et puis donc au-delà des mobilités, vu qu'on parlait beaucoup de ça, mais on se disait que c'était pas que ça une voie verte, on réfléchissait aussi à quelles animations on pouvait emmener sur cette nouvelle ligne du quartier, avec du coup un travail sur des animations, des événements, une synergie aussi avec les acteurs du quartier, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs associatifs et culturels, il y a le nouveau centre culturel qui va arriver, du coup ça peut être des acteurs qui peuvent s'emparer aussi de ce nouveau lieu et de se l'approprier. Voilà, et le but c'était que ce ne soit pas un lieu de consommation, mais un lieu plutôt de détente et un lieu de divertissement, mais non marchand, on se disait. Et du coup, tout ça, c'était possible grâce à une appropriation des acteurs locaux, des riverains et des futurs usagers, par notamment le fait de laisser en friche certains endroits de la voie verte, laisser des espaces non définis où les gens pourront eux-mêmes proposer des activités, des animations, etc. Que le projet passe aussi par toute une phase de concertation, de découverte et de vraie participation des habitants, avec toute une série de divers dispositifs qui va des questionnaires un peu classiques de la découverte, des balades urbaines sur les espaces qui sont pour l'instant non utilisés,
un stand qui se baladerait un peu dans le quartier pour faire découvrir à tout le monde ce que sera cette voie verte ou autre nom qu'on pourrait donner. Voilà, pour bien connaître aussi les limites de la concertation, pas donner de faux espoirs et de la frustration aux gens, mais plutôt dire on peut concerter, on peut faire ça avec vous, mais ça on ne pourra pas. Faire ce projet avec les habitants et les futurs usagers pour que chacun s'approprie ce lieu dans le quartier. Voilà. Dans une affaire comme celle-là, il s'agit surtout de penser en tout premier lieu à celles et ceux qui ont rendu l'opération possible, à savoir, tout particulièrement, du bailleur de fonds. Il s'agit d'un projet Interreg. Et un projet Interreg n'est pas un projet indéfini, c'est bien un projet qui est financé selon un certain nombre de normes et qui revient à l'initiative, tout particulièrement de l'Union européenne, avec ses projets Interreg, dont vous devez savoir par exemple que celui-ci, ce tout petit projet, s'inscrit dans une myriade de projets qui pèsent sur pratiquement 7 ans plus de 7 milliards d'euros, ce qui veut dire 1 milliard par année en Europe. Ces fonds Interreg proviennent de l'Union européenne, c'est bien évidemment les autorités françaises qui les portent, mais comme la Suisse est associée via les accords bilatéraux à tout un certain nombre d'initiatives, notamment à ce projet Interreg, eh bien, elle participe et elle finance également ce projet du côté suisse. Un grand merci à la Confédération suisse de nous soutenir et également au canton de Genève qui nous soutient via l'Office de l'urbanisme pour ces initiatives, dans la mesure où le canton de Genève a aussi, bien évidemment, à être directement intéressé par le sort de ces projets. Alors, j'aimerais aussi vous dire que cette logique de projet nous a valu de penser quelque chose, et le bilan, vous l'avez eu ce matin, je ne vais pas y revenir. J'aimerais simplement dire que ce rendez-vous de cet après-midi marquait, comme on vous l'a dit, la fin de cette expérience, ce projet Interreg qui aura duré en tout 4 ans, puisqu'il s'achève à la fin du mois de juin, et qu'il aura bénéficié de tout un certain nombre, bien évidemment, d'acteurs et de partenaires. Nous avons voulu un niveau académique, un niveau politique, un niveau d'expertise, un niveau ONG associatif, de manière à rendre ce travail le plus complet possible dans la mesure où nous souhaitions effectivement aller relativement loin dans cette logique de coopération transfrontalière, de participation des habitants dans le cadre des projets urbains et de la construction de l'agglomération. J'aimerais vous dire également que je remercie toutes les personnes qui aujourd'hui, au-delà des acteurs institutionnels que j'ai mentionnés, nous ont beaucoup aidés dans leur engagement. Donc j'aimerais remercier, bien évidemment, dans nos partenaires, en tout premier lieu, Florian Kattenecker-Bernier, Sébastien Dangean d'Annemasse-Agglo, Fabien Bressan de La Beaucité, Nicolas Berru du CCORA, Frédéric Bourgeois de La Beaucité, Yann Boggio de la FASE, Simon Gabrel de la plateforme de développement urbain de la HESSO, Carla Jaboyedov également de la plateforme de développement urbain HESSO, Damien Varessano qui est d'Urbamonde. Voilà pour les partenaires qui auront participé à la présentation, donc au rôle d'animateur et également donc d'informatrices et d'informateurs entre l'État de manière à assurer la circulation de l'information. Un grand merci à l'Office de l'urbanisme qui a non seulement soutenu le projet, présenté un projet et qui a mis à disposition donc des forces vives pour nous permettre de faire vivre cet événement. J'aimerais remercier également Giovanna Ronconi, excusez-moi, et puis remercier Lise Picret d'Annemasse-Agglo, puisqu'elle a également officié avec Sébastien Dangean. Et puis vous dire également que dans le cadre des présentations, j'aimerais remercier tout particulièrement Cécile Faux et Valérie Najarian pour leur participation, qui viennent directement de Lyon pour la présentation du défi concernant donc la commune de Saint-Fond. Plutôt que faire des grandes conférences le matin suivies d'un repas où les gens apprennent à se connaître et puis digèrent tranquillement pendant l'atelier, on s'est dit que l'atelier est le point central de la journée, de manière à ce qu'il s'y passe quelque chose de collectif. C'est simplement une petite contribution
à l'exercice qui consiste à renverser un certain nombre de modèles avec lesquels nous avons trop longtemps échoué dans trop de domaines, notamment donc, tout ce qui peut être le développement urbain, pour être tout à fait précis. Pour ce faire, nous avons fait un choix. On a fait un choix, on s'est dit, on ne peut pas tout maîtriser, on ne sait pas tout faire, et il faut aussi faire confiance à un certain nombre de personnes qui ont des mérites particuliers pour pouvoir le faire, qui ont des compétences à partir desquelles donc, on pourra donc, compter pour développer cet après-midi. Alors j'aimerais remercier en tout premier lieu pour cela et la féliciter, c'est Irène Gilles Lopez qui a conçu toute cet après-midi. Du conceptuel. Merci beaucoup. Un très grand merci à Irène qui n'a pas travaillé toute seule, elle non plus. Donc j'aimerais les remercier et demander à Cédric également de nous rejoindre, puisqu'il aura conçu tout le travail et le relais de la conception à travers les écrans de la virtualité. Un grand merci Cédric, et puis remercier également Thomas Brazet qui aura assuré les photos et les films de façon improvisée pour les restitutions. Et puis j'aimerais remercier également Café Caravane pour la pause un peu originale, le repas original tel que vous l'aurez, j'espère, apprécié. J'aimerais... Ce que nous avons testé aujourd'hui, à travers cette expérience et votre participation, c'est notamment la question du faire ensemble, de le faire différemment, de le faire également dans des formes un peu plus ludiques, de prendre un certain nombre de risques, qui sont notamment celles d'aller rechercher le plaisir de la coopération, puisque celle-ci doit être impérativement centrale dans notre manière d'agir au quotidien quand on pense le développement urbain, une logique de développement qui n'est pas une seule logique de croissance, mais qui est bel et bien une logique qui appelle la question humaine et la question environnementale comme la question économique, donc du développement durable au centre de nos réflexions. J'ai énormément apprécié la manière dont les choses se sont traduites sur les tables. Je n'ai pas pu tout, malheureusement, bien évidemment, enregistrer, mais j'aimerais dire que le seul frisson, finalement, que j'ai à la fin de cette aventure, c'est de remarquer que, finalement, fort peu d'opérations de métissage auront eu lieu, puisque les verts seront restés à leur place, les jaunes à leur place et les roses à leur place. Sauf les bonbons qui auront été consommés dans les estomacs, j'en suis sûr, de façon mixée. Donc, à partir de là, j'aimerais vous dire que nous allons poursuivre cette volonté de faire à travers donc, la question des défis urbains, la question des réflexions, la question des regards interdisciplinaires, transfrontaliers et interprofessionnels, eh bien, la recherche de nouveaux modes d'action, la recherche de nouveaux modes de collaboration, de manière à ce que nous puissions assurer ensemble, modestement, là où nous pouvons, eh bien, un développement harmonieux dans lequel nous pensons que l'avenir qui, décidément, se dessine de façon urbaine, puisse intégrer, bien évidemment, l'humain et l'environnemental. Un grand merci pour votre participation. Il est 17h et je vous souhaite un bon retour chez vous.